Pendant 600 ans, cette statue sacrée est restée cachée. Mais ce qu'elle révèle aujourd'hui ne concerne pas le passé. Cela nous concerne, nous, ici et maintenant. Elle a été découverte dans un endroit où personne n'aurait pensé chercher. Recouverte de poussière, entourée de silence, cette sculpture du Christ crucifié avait traversé 6 siècles sans être vue. Mais au moment même où des mains modernes l'ont sortie de l'obscurité, quelque chose d'étrange s'est produit. Les experts qui l'ont examinée ont commencé à remarquer des détails qui ne correspondaient pas. Des symboles inexplicables, des marques impossibles, des proportions qui défient la logique de l'époque médiévale. Ça explique tout, a murmuré l'historienne en tremblant. Ce que cette statue révèle pourrait remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur notre propre temps. Mes amis, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de cette histoire. Et dites-moi en commentaire de quelle ville de France vous nous regardez. Je veux savoir d'où vous me suivez. Regardez, il y a des jours où l'on se réveille en sachant qu'on va découvrir quelque chose qui changera notre perception du monde. De ces choses où la raison crie « ce n'est pas possible », mais la réalité nous force à regarder en face. Et c'est exactement comme ça que tout a commencé pour le père Thomas Belmont. Le père Thomas avait 47 ans. Des cheveux grisonnants, toujours coiffés vers l'arrière, à cause de cette manie qu'il avait de passer la main dans ses cheveux quand il réfléchissait, et ce regard sérieux de quelqu'un qui porte le poids des mystères non résolus. Il était historien de l'art religieux à l'université de Toulouse, spécialisé dans les artefacts médiévaux français, et depuis 15 ans, il suivait une piste qui le hantait, la statue du Christ de Montségur. Selon les archives fragmentaires du XIVe siècle, cette sculpture aurait été créée en 1347 par un artisan anonyme dans le sud de la France, juste avant que la peste noire ne ravage l'Europe. Les textes mentionnaient une œuvre d'une beauté troublante, commandée par une confrérie secrète de moines augustins qui gardaient des documents interdits par l'Église. Mais en 1348, la statue avait disparu. Volatilisée, comme si elle n'avait jamais existé. Pendant 6 siècles, elle était devenue une légende, un mythe parmi les collectionneurs d'art sacré. Certains disaient qu'elle avait été détruite pendant les guerres de religion. D'autres prétendaient qu'elle avait été emportée en Espagne. Mais Thomas Belmont avait une théorie différente. Il pensait qu'elle était restée en France, cachée, attendant d'être retrouvée. Le bureau du père Thomas à l'université était minuscule. Encombré de livres anciens empilés jusqu'au plafond, de photocopies de manuscrits médiévaux punaisés au mur, et de cette odeur particulière de vieux papier et de café réchauffé. Il passait ses nuits à déchiffrer des textes en latin, cherchant le moindre indice, la moindre référence à la statue perdue. Et puis, un mardi après-midi pluvieux de novembre, il reçut un appel qui allait tout changer. « Bonjour, c'est le père Thomas Belmont ? » « Oui, qui est à l'appareil ? Je m'appelle Claire Mercier, je suis architecte du patrimoine. On vient de trouver quelque chose d'extraordinaire pendant des travaux de rénovation à l'abbaye de Saint-Féréol, près de Foix. Un espace muré qu'on ne connaissait pas. Et à l'intérieur, il y a une statue du Christ qui semble très ancienne. Très ancienne. On a pensé à vous. » Le cœur de Thomas s'emballa. Saint-Féréol. Une abbaye augustinienne fondée au XIIIe siècle, située à moins de 50 km de Montségur. Ça correspondait parfaitement à sa théorie. « J'arrive immédiatement. » Il prit sa voiture et roula pendant 2 heures sous la pluie battante, les essuie-glaces peinant à dégager le pare-brise. L'abbaye de Saint-Féréol se dressait au sommet d'une colline, entourée de forêts denses et de brumes. C'était un ensemble de pierres grises, noircies par le temps, avec des voûtes gothiques partiellement effondrées et des vitraux brisés que personne n'avait restaurés depuis des décennies. Claire Mercier l'attendait à l'entrée. C'était une femme d'une 40aine d'années, cheveux courts, veste de chantier couverte de poussière, tenant une lampe torche puissante dans une main et un talkie-walkie dans l'autre. « Père Belmont ? Oui, merci de m'avoir contacté. Suivez-moi, c'est par ici. » Ils traversèrent la nef principale de l'église abandonnée, leurs pas résonnant sur les dalles de pierre usées. L'air sentait l'humidité et la moisissure.
Claire le guida jusqu'à une chapelle latérale où des échafaudages avaient été installés. Au fond, un pan de mur en pierre avait été partiellement démoli, révélant une ouverture sombre. On faisait des analyses structurelles pour vérifier si les murs pouvaient supporter une restauration, expliqua Claire. Le géomètre a remarqué une anomalie acoustique derrière ce mur. On a fait un scan au radar et on a détecté une cavité. On a ouvert prudemment et voilà. Elle braqua sa lampe dans l'ouverture. Thomas s'approcha et retint son souffle. Derrière le mur, dans un espace pas plus grand qu'un placard, se trouvait une statue de bois grandeur nature, représentant le Christ en croix. Elle était recouverte d'une épaisse couche de poussière grise, mais même sous cette patine, on pouvait voir la finesse du travail. Le visage du Christ était incliné vers la droite, les yeux mi-clos, l'expression paisible, malgré la souffrance. Les mains étaient clouées aux extrémités d'une croix de bois sombre, presque noire. Les détails anatomiques étaient d'une précision troublante. Chaque côte visible, les veines sculptées dans les avant-bras, les pieds superposés et transpercés par un seul clou. « Mon Dieu !» murmura Thomas. « C'est elle. Je pense que c'est vraiment elle. » Claire fronça les sourcils. « Vous la connaissez ? J'ai passé 15 ans à la chercher. C'est la statue du Christ de Montségur, disparue depuis 1348. Il fit ressortir la statue avec une délicatesse extrême, la transportant sur un chariot rembourré jusqu'à l'atelier de restauration temporaire installé dans une salle adjacente. Thomas photographia chaque angle, chaque détail, le cœur battant comme celui d'un archéologue devant la tombe d'un pharaon. La statue mesurait 1,82 mètres de haut, sculptée dans du chêne massif. Le style correspondait parfaitement au XIVe siècle français. Réalisme gothique tardif, expressivité du visage, souci du détail anatomique. Tout était cohérent. Mais quand Thomas sortit sa loupe d'inspection et commença à examiner de plus près la surface du bois, il remarqua quelque chose d'étrange. Sur le côté droit du torse, juste sous les côtes, là où traditionnellement on représentait la blessure de la lance du centurion, il y avait des symboles gravés, tout petits, presque invisibles à l'œil nu. Thomas régla sa lampe frontale LED et se pencha. Ce n'étaient pas des lettres latines, ce n'étaient pas des chiffres romains. C'étaient des symboles géométriques complexes, des hexagones imbriqués, des spirales, des séquences de points disposées selon un motif précis. « Claire, venez voir ça. » Elle s'approcha, plissa les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je n'en ai aucune idée. Ça ne ressemble à rien que j'ai vu dans l'iconographie médiévale. » Ils passèrent l'heure suivante à photographier les symboles sous différents angles avec différentes lumières. Thomas envoya les images par email à 3 collègues spécialistes de l'art médiéval à Paris, Lyon et Avignon. Les réponses arrivèrent dans les heures qui suivirent, toutes identiques. « Jamais vu ça, ce n'est pas du XIVe siècle. » Thomas sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. Si ces symboles n'appartenaient pas à l'époque médiévale, qu'est-ce qu'ils faisaient sur une statue du XIVe siècle? Il décida de faire analyser le bois au carbone. 14. L'échantillon fut envoyé à un laboratoire spécialisé à Bordeaux. Les résultats arrivèrent 5 jours plus tard. Le bois datait effectivement de la période 1320-1360. Aucun doute possible. La statue avait bien été sculptée au XIVe siècle. Mais alors, comment expliquer les symboles anachroniques? Thomas passa la nuit dans l'atelier de restauration, seul, avec la statue. Il avait apporté ses carnets de notes, ses livres de référence, son ordinateur portable. Il scruta chaque centimètre carré de la sculpture à la recherche d'autres anomalies. Et il en trouva. Sur la paume de la main gauche du Christ, sous la représentation du clou, il découvrit une autre série de symboles. Cette fois, ils ressemblaient à des équations mathématiques, des séquences numériques, mais pas des chiffres romains, des chiffres arabes, ce qui, en soi, n'était pas impossible au XIVe siècle, puisque les chiffres arabes commençaient à se répandre en Europe. Mais le format, la disposition, la complexité des calculs suggéraient quelque chose de beaucoup plus moderne.
Thomas prit une photo haute résolution et l'envoya à un ami mathématicien à l'École normale supérieure de Paris. La réponse arriva à 3 heures du matin. « Thomas, où as-tu trouvé ça ? Ces séquences ressemblent à des coordonnées géographiques exprimées en système décimal. Le système décimal de coordonnées géographiques n'a été standardisé qu'au XVIIIe siècle. C'est impossible que ça date du Moyen Âge. Impossible. Ce mot résonnait dans la tête de Thomas comme un tambour. Impossible. Mais les faits étaient là, photographiés, documentés. Le lendemain matin, Claire revint à l'atelier, avec une équipe de restaurateurs spécialisés. Ils commencèrent le nettoyage de surface, retirant délicatement la poussière accumulée sur 6 siècles. Et c'est là que tout bascula. Sous la poussière, sur la base de la croix, apparut une inscription gravée en latin. Mais pas un latin classique, un latin médiéval, avec des abréviations typiques du XIVe siècle. Thomas la traduisit immédiatement. Pour ceux qui viendront après, quand le monde sera aveuglé par la lumière artificielle, ce qui est caché ici est destiné à votre temps, non au nôtre. Thomas relut 3 fois l'inscription. Pour ceux qui viendront après, votre temps, non au nôtre. Un message délibéré, intentionnel. Quelqu'un, au XIVe siècle, avait laissé un message pour une époque future. Pour notre époque. Mais pourquoi? Et surtout comment? Thomas décida de faire appel à un expert en cryptographie historique, un ancien professeur de la Sorbonne nommé Philippe Darmon, spécialisé dans les codes secrets des ordres religieux médiévaux. Philippe arriva 2 jours plus tard, un homme maigre d'une 60aine d'années, lunettes épaisses, mallette en cuir contenant des outils d'analyse précis. Il examina la statue pendant 6 heures sans interruption, prenant des mesures, photographiant sous lumière ultraviolette, grattant délicatement des échantillons de pigments résiduels. Puis il se tourna vers Thomas, le visage grave. « Père Belmont, cette statue n'est pas ce qu'elle semble être. » « Comment ça ? » « Les symboles que vous avez trouvés ne sont pas décoratifs. Ce sont des instructions. Un code. J'ai reconnu certains motifs utilisés par les Augustins de l'ordre de Saint-Victor au XIVe siècle. Ils avaient développé un système de cryptage pour protéger certains textes interdits. Mais ce qui est gravé ici va bien au-delà. C'est comme si quelqu'un avait essayé de transmettre des informations scientifiques à travers un langage symbolique. Quel genre d'informations ? Philippe ouvrit son ordinateur portable et afficha une série d'images qu'il avait analysées. Les hexagones imbriqués que vous voyez sur le torse représentent une structure moléculaire. Je l'ai fait vérifier par un chimiste. C'est la structure de l'ADN. Thomas sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'ADN? Mais l'ADN n'a été découvert qu'en 1953. Exactement. Et pourtant, voici la structure parfaitement représentée sur une statue de 1347. Le silence qui suivit fut pesant. Claire, qui avait écouté en retrait, intervint. « Vous êtes en train de dire qu'un sculpteur du XIVe siècle connaissait la structure moléculaire de l'ADN ?» Philippe retira ses lunettes et les nettoya lentement. Je dis qu'il y a quelque chose ici que nous ne comprenons pas, quelque chose qui défie tout ce que nous savons de l'histoire. Thomas retourna aux archives. Il avait besoin de comprendre qui avait commandé cette statue, pourquoi elle avait été cachée, et surtout comment des connaissances impossibles avaient pu être gravées dessus. Il passa 2 semaines à fouiller les registres de l'abbaye de Saint-Féréol, conservés aux archives départementales de l'Ariège. Et il finit par trouver une référence, enfouie dans un inventaire de 1347, réception d'une statue du Christ crucifié, œuvre du frère Anselme de Foix, pour être conservée en lieu sûr par ordre du prieur général. Accès interdit à tous, sauf membres du cercle intérieur. Frère Anselme de Foix. Thomas chercha dans tous les registres disponibles. Aucune autre mention de ce nom. Aucun document biographique. Comme s'il avait été effacé de l'histoire. Mais dans une marge d'un manuscrit de 1349, Thomas trouva une note manuscrite griffonnée par un moine anonyme. Frère Anselme a été brûlé pour hérésie en 1348.
Il prétendait avoir reçu des visions du futur. Il disait que le Seigneur lui avait montré des choses que l'homme ne découvrirait que dans 7 siècles. Il a caché son savoir dans le bois et la pierre avant de mourir. 7 siècles, de 1348 à maintenant 2024. Exactement 7 siècles. Thomas sentit sa respiration s'accélérer. Ce n'était plus une coïncidence, c'était une intention. Il retourna à l'atelier où la statue était conservée. Cette fois, il apporta un scanner 3D professionnel emprunté à l'université. Si Anselme avait caché quelque chose, peut-être y avait-il d'autres indices invisibles à l'œil nu. Le scan prit 4 heures. Lorsque le modèle 3D apparut sur l'écran, Thomas ajusta les filtres pour révéler les couches internes du bois. Et c'est là qu'il le vit. À l'intérieur du torse de la statue, creusée dans le bois massif, se trouvait une cavité parfaitement cylindrique, comme si elle avait été forée avec une perceuse moderne. Impossible avec les outils du XIVe siècle. « Il y a quelque chose à l'intérieur », murmura Thomas. Claire, qui était revenue pour superviser la conservation de la pièce, écarquilla les yeux. « Comment c'est possible ?»« Je ne sais pas, mais on doit ouvrir. » Ils contactèrent une équipe de restaurateurs spécialisés qui, avec des instruments endoscopiques, parvinrent à explorer l'intérieur de la statue sans l'endommager. La caméra descendit dans la cavité et sur l'écran de contrôle apparut quelque chose que personne n'attendait. Un cylindre en métal, oxydé, ancien mais intact, long d'environ 15 cm, scellé aux 2 extrémités. « Sortez-le !» ordonna Thomas, la voix tremblante. Et avec une précision chirurgicale, l'équipe parvint à extraire le cylindre. Il pesait lourd dans la main de Thomas. Le métal était du cuivre ou du bronze, gravé de symboles similaires à ceux trouvés sur la statue. Philippe Darmon fut rappelé d'urgence. Il examina le cylindre pendant 1 heure, puis annonça « Il faut l'ouvrir, mais dans un environnement contrôlé. Ce qui est à l'intérieur pourrait être fragile. » Ils louèrent une salle stérile dans un laboratoire de conservation à Toulouse. Le lendemain, en présence de 6 témoins, le cylindre fut ouvert avec des instruments de précision. À l'intérieur, protégé par une couche de cire durcie, se trouvaient 3 feuilles de parchemin roulées. Thomas déroula la première avec des gants en nitrile. L'encre était noire, parfaitement conservée. Le texte était en latin, l'écriture tremblante mais lisible. Il commença à traduire à voix haute. « Je suis Anselme de Foix, humble serviteur du Christ, et je laisse ce témoignage pour ceux qui vivront dans les temps à venir. En l'an 1347, j'ai reçu une vision. Pas une vision de Dieu, mais une vision de ce qui sera. J'ai vu des hommes voyageant plus vite que les oiseaux. J'ai vu des tours de verre touchant les nuages. J'ai vu des lumières qui éclairent sans feu. J'ai vu des hommes parlant à distance sans messager. Et j'ai vu la destruction que ces merveilles pourraient apporter si l'homme oubliait son humanité. » Thomas s'arrêta. La salle était plongée dans un silence total. Il continua. « J'ai été condamné pour avoir parlé de ces visions. On m'a dit que j'étais possédé. Mais avant de mourir, j'ai décidé de préserver ce que j'ai vu. J'ai gravé dans cette statue des signes que seuls ceux de votre temps pourront comprendre. Car vous avez la science que nous n'avons pas. Vous avez le savoir. Mais avez-vous la sagesse ? La structure de la vie elle-même vous est révélée. Je l'ai tracée sur le corps du Christ pour que vous voyiez que toute connaissance est sacrée. Les coordonnées que j'ai gravées vous mèneront à un lieu où j'ai caché d'autres vérités. Mais attention, le savoir sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Thomas déroula la 2e feuille. Celle-ci contenait un diagramme, une carte, avec des symboles correspondant aux coordonnées trouvées sur la main de la statue. Le mathématicien de l'ENS les avait déjà décodées. 42 765 de N, 1006 029 de E. Thomas vérifia immédiatement sur Google Maps. Les coordonnées pointaient vers un site isolé dans les Pyrénées ariégeoises. Une grotte, à environ 30 km de l'abbaye de Saint-Féréol. « Il faut y aller », dit Thomas. 2 jours plus tard, une petite équipe composée de Thomas, Claire, Philippe et 2 spéléologues professionnels se rendit sur le site.
L'entrée de la grotte était presque invisible, cachée derrière une cascade. Ils s'équipèrent de lampes frontales, de cordes et de matériel d'escalade. L'intérieur de la grotte était humide, froid, les parois couvertes de mousse. Ils progressèrent pendant 20 minutes, suivant un passage étroit qui descendait en spirale. Et puis, au fond, dans une cavité naturelle, ils trouvèrent une structure faite de pierres empilées, une sorte de cairn. Thomas s'approcha. Sur la pierre centrale était gravée une croix, et en dessous, une inscription en latin « Ici repose le dernier avertissement ». Avec précaution, ils déplacèrent les pierres. En dessous, protégée par une toile cirée miraculeusement préservée, se trouvait une autre boîte en métal, plus grande que le cylindre, plus lourde. Ils la remontèrent à la surface et l'ouvrirent dans la lumière du jour. À l'intérieur, il y avait des dizaines de parchemins, des schémas, des calculs, des observations astronomiques, des diagrammes anatomiques d'une précision impossible pour le XIVe siècle, et au centre, un manuscrit relié en cuir. Thomas ouvrit le manuscrit. La première page portait le titre en lettres gothiques « Liber Futuri Temporis », le livre du temps futur. Il lut en silence pendant plusieurs minutes, puis il leva les yeux, le visage pâle. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Claire. Anselme, il a tout prédit. La révolution industrielle, l'électricité, les avions, les ordinateurs. Il a même dessiné des structures qui ressemblent à des circuits électroniques. Il décrit des maladies qui n'existaient pas à son époque, mais qui existent aujourd'hui. Il parle d'une période où l'homme pourrait modifier la vie elle-même, ce qu'on fait maintenant avec les manipulations génétiques, et il avertit. Il avertit de quoi? Thomas ferma les yeux. Il dit que le plus grand danger n'est pas la technologie. Le plus grand danger, c'est que l'homme, en acquérant le pouvoir de modifier la création, oublie qu'il n'en est pas le créateur. Il dit que nous vivons dans le temps où cette question se pose. Allons-nous utiliser notre science pour honorer la vie ou pour la détruire? Philippe prit le manuscrit des mains de Thomas et parcourut les pages. C'est comme si quelqu'un du futur avait envoyé un message dans le passé, mais c'est impossible. À moins que... À moins que quoi? Demanda Claire. À moins qu'Anselme n'ait vraiment vu quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Vous savez, il y a des moments dans l'histoire où tout ce qu'on croyait savoir vacille, où les certitudes s'effondrent et où la réalité elle-même semble se plier. Ce que Thomas et son équipe avaient découvert n'était pas juste une statue ou des parchemins anciens. C'était une question qui traverse les siècles. Et si quelqu'un, il y a très longtemps, avait compris que le futur aurait besoin d'un avertissement? Dans les semaines qui suivirent la découverte de la grotte, Thomas fit traduire et analyser l'intégralité du Liber Futuri Temporis. Le manuscrit contenait 247 pages de texte en latin médiéval, accompagnés de schémas, calculs et observations qui défiaient toute logique historique. L'une des pages les plus troublantes décrivait avec une précision effrayante le concept de l'énergie nucléaire. Anselme écrivait « J'ai vu des hommes briser le cœur même de la matière, libérant une force comparable à celle du soleil. Cette force peut éclairer des villes entières ou les réduire en cendres en un instant. L'homme devra choisir. » Un autre passage décrivait ce qui ressemblait indubitablement à Internet. Des fils invisibles relieront tous les esprits du monde. Chaque pensée pourra être partagée instantanément. Mais attention, car dans ce réseau, la vérité et le mensonge voyageront à la même vitesse. Thomas envoya des copies du manuscrit à des experts internationaux, historiens, physiciens, théologiens, philosophes. Les réponses variaient entre fascination et scepticisme. Certains suggéraient une falsification moderne, mais les analyses au carbone 14 étaient formelles. Le parchemin, l'encre, la reliure, tout datait du milieu du XIVe siècle. Comment un moine du Moyen-Âge avait-il pu connaître tout cela? Un soir, alors que Thomas était seul dans son bureau de l'université, entouré de copies du manuscrit et de traductions annotées, son téléphone sonna. Un numéro masqué. « Allô? Père Belmont ?»
La voix était grave, posée, avec un léger accent que Thomas ne parvenait pas à identifier. « Oui. Qui est-ce ? Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que vous arrêtiez vos recherches sur la statue de Montségur. » Le sang de Thomas se glaça. « Comment savez-vous ? Nous savons beaucoup de choses, Père Belmont. La statue et le manuscrit que vous avez trouvés ne doivent pas être rendus publics. Pas maintenant, pas de cette manière. Qui êtes-vous ? Une institution religieuse ? Un gouvernement ? » Un silence. Puis, disons simplement que nous sommes ceux qui veillent à ce que certaines vérités ne soient révélées qu'au moment opportun. Frère Anselme n'était pas un visionnaire ordinaire. Il faisait partie d'un groupe très ancien, un cercle d'initiés qui ont traversé les siècles en préservant des connaissances interdites. Des connaissances qui, si elles étaient mal comprises, pourraient causer plus de mal que de bien. Vous me demandez de mentir ? De cacher la vérité ? Je vous demande de réfléchir. Imaginez ce qui se passerait si le monde apprenait qu'un homme du XIVe siècle avait décrit la structure de l'ADN, l'énergie nucléaire, l'intelligence artificielle. Les fondations de la science moderne s'effondreraient. La chronologie historique serait remise en question. Des millions de personnes perdraient leurs repères. Est-ce vraiment ce que vous voulez ? Thomas serra les dents. La vérité mérite d'être connue, quelle qu'elle soit. Alors soyez prudent, Père Belmont, parce que la vérité a un prix, et parfois ce prix est plus élevé qu'on ne l'imagine. La ligne fut coupée. Thomas resta immobile pendant de longues minutes, le téléphone dans la main, le cœur battant. Il savait qu'il venait de franchir une ligne invisible, qu'il était entré dans un territoire où les règles habituelles ne s'appliquaient plus. Le lendemain, il convoqua Claire, Philippe et les 2 spéléologues qui avaient participé à l'expédition. Il leur raconta l'appel. « On arrête tout ?» demanda Claire, inquiète. « Non !» répondit Thomas avec fermeté. « On continue, mais on fait ça intelligemment. On documente tout, on multiplie les copies, on s'assure que même si quelqu'un essaie de nous arrêter, l'information survivra. » Philippe hocha la tête. Je connais des universitaires de confiance à travers l'Europe. Je peux leur envoyer des copies cryptées du manuscrit. Si quelque chose nous arrive, ils sauront quoi faire. Ils passèrent les semaines suivantes à organiser une conférence internationale sur les artefacts religieux médiévaux et leurs anomalies symboliques. Un titre volontairement flou pour ne pas attirer l'attention prématurément. Mais derrière ce titre, Thomas avait l'intention de révéler tout ce qu'ils avaient découvert. La conférence devait avoir lieu à Paris, à la Sorbonne, dans 3 mois. Ils préparèrent une présentation exhaustive avec photos haute résolution, analyses scientifiques, traductions certifiées, témoignages d'experts indépendants. Mais 2 semaines avant la date prévue, quelque chose d'étrange se produisit. Thomas reçut un colis par courrier recommandé, pas d'expéditeur. À l'intérieur, un objet enveloppé dans du papier de soie. Il défit l'emballage et découvrit une petite croix en argent. Simple, ancienne, et au dos, une gravure. « Memento mori » « N'oublie pas que tu mourras ». Ce n'était pas une menace, pas directement, mais le message était clair. Thomas hésita pour la première fois. Avait-il le droit de mettre en danger les autres membres de l'équipe pour satisfaire sa soif de vérité ? Il convoqua une réunion d'urgence. « Écoutez, » commença-t-il, « je ne vais forcer personne à continuer. Si vous voulez vous retirer, je comprendrai. Mais moi, j'irai jusqu'au bout. » Claire fut la première à parler. « Je suis architecte du patrimoine. Mon travail, c'est de préserver et de révéler l'histoire. Si on abandonne maintenant, on trahit tout ce pourquoi on travaille. » Philippe acquiesça. « Je suis historien depuis 40 ans. J'ai passé ma vie à chercher la vérité dans les archives. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. » Les 2 spéléologues, Julien et Mathilde, se regardèrent et hochèrent la tête ensemble. La décision était prise. Ils iraient jusqu'au bout. La conférence eut lieu un mercredi matin ensoleillé de mars. L'amphithéâtre de la Sorbonne était bondé. Historiens, scientifiques, journalistes, théologiens, curieux. Plus de 400 personnes.
Thomas monta sur l'estrade, le cœur battant. Derrière lui, un écran géant affichait une image de la statue du Christ de Montségur, parfaitement nettoyée et restaurée. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, ce que je vais vous présenter aujourd'hui va remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire de la connaissance humaine. » Pendant 2 heures, il présenta les faits. La découverte de la statue, les symboles anachroniques, la structure de l'ADN gravée au XIVe siècle, les coordonnées géographiques modernes, le manuscrit prophétique d'Anselme de Foix. Il projeta les schémas du Liber Futuri Temporis sur l'écran géant, les descriptions de l'énergie nucléaire, les diagrammes qui ressemblaient à des circuits électroniques, les calculs astronomiques d'une précision impossible pour l'époque. La salle était plongée dans un silence absolu. Puis vint le moment des questions. Un professeur d'histoire médiévale de Cambridge se leva. « Père Belmont, avec tout le respect que je vous dois, n'est-il pas plus probable que ces parchemins soient des faux modernes, qu'un faussaire habile ait créé cette histoire pour tromper les experts ?» Thomas s'y attendait. « C'est ce que j'ai pensé au début. Mais les analyses au carbone 14, réalisées par 3 laboratoires indépendants, sont formelles. Le bois de la statue, le parchemin du manuscrit, l'encre, tout date du milieu du XIVe siècle. À moins que quelqu'un ait inventé une machine à remonter le temps pour aller déposer des faux dans le passé, ces documents sont authentiques. » Un murmure parcourut l'assistance. Une physicienne du CERN prit la parole. « En supposant que ces documents soient authentiques, comment expliquez-vous qu'un homme du XIVe siècle ait pu connaître des concepts scientifiques découverts 600 ans plus tard ?» Thomas respira profondément. « Je ne peux pas l'expliquer. Pas avec nos paradigmes actuels. Soit Anselme de Foix a eu accès à une source de connaissances que nous ne comprenons pas, soit il a vécu une expérience que nous qualifierions aujourd'hui de paranormale. Ou peut-être y a-t-il des aspects de la conscience humaine, de la perception du temps que notre science n'a pas encore exploré. » Un journaliste du Monde leva la main. « Père Belmont, certains diront que vous essayez de prouver l'existence de prophéties divines. Est-ce une tentative de l'Église catholique de renforcer son autorité spirituelle ?» Thomas secoua la tête. « Non, je suis historien avant d'être prêtre. Mon but n'est pas de prouver l'existence de Dieu. Mon but est de comprendre un phénomène historique inexplicable. Si Anselme a véritablement eu des visions du futur, cela pose des questions qui dépassent le cadre de la religion. Cela touche à la nature même du temps, de la conscience, de la réalité. » La conférence se termina dans un brouhaha de discussions animées. Certains participants étaient convaincus, d'autres sceptiques, mais personne ne pouvait ignorer les faits présentés. Les médias s'emparèrent de l'histoire. En quelques jours, la statue prophétique de Montségur faisait la une de journaux du monde entier. Des émissions de télévision invitèrent Thomas pour des débats. Des documentaires furent produits. Internet s'enflamma avec des théories en tout genre. Mais au milieu de ce tourbillon médiatique, Thomas reçut un autre message. Cette fois, ce n'était pas un appel téléphonique ni un colis mystérieux. C'était un email. L'adresse de l'expéditeur était une série aléatoire de chiffres et de lettres. Pas de nom. Le message disait simplement « Vous avez ouvert la porte. Maintenant, vous devez assumer les conséquences. Rendez-vous au même endroit où tout a commencé. Minuit. Venez seul. » Thomas savait de quel endroit il s'agissait. L'abbaye de Saint-Féréol, là où la statue avait été découverte. Il hésita. C'était peut-être un piège, peut-être une tentative d'intimidation, mais sa curiosité était plus forte que sa peur. À 23h30, il prit sa voiture et roula vers l'abbaye. La nuit était claire. La lune presque pleine éclairait les collines environnantes. L'abbaye se dressait dans l'obscurité, silhouette fantomatique de pierres anciennes. Thomas gara sa voiture et entra dans les ruines. L'air était froid. Le seul bruit était celui de ses pas sur les dalles de pierre. À minuit précis, une silhouette apparut à l'entrée de la chapelle où la statue avait été trouvée. Un homme vêtu d'un long manteau sombre.
le visage dissimulé par un capuchon. « Père Belmont !» La voix était celle de l'appel téléphonique, grave, posée. « Qui êtes-vous » demanda Thomas, essayant de masquer son appréhension. L'homme repoussa son capuchon. C'était un homme d'une 60aine d'années, visage émacié, yeux perçants d'un bleu glacial. « Je m'appelle Lucien Morel, je suis le gardien, comme mon père avant moi, et son père avant lui. Notre famille a protégé le secret d'Anselme pendant 700 ans. » Thomas écarquilla les yeux. « 700 ans ? Mais comment ? Anselme n'était pas seul, expliqua Lucien. Il faisait partie d'un groupe très ancien, un ordre secret qui remonte au 1er siècle du christianisme. Un ordre qui comprenait que certaines connaissances ne pouvaient être révélées que progressivement, au fur et à mesure que l'humanité devenait capable de les comprendre et de les utiliser de manière responsable. Vous parlez de quoi exactement ? D'une société secrète ? D'une conspiration ? Lucien eut un sourire triste. Ni l'un ni l'autre, nous ne contrôlons rien, nous ne dirigeons rien, nous sommes simplement des gardiens de la mémoire. Anselme a eu accès à des connaissances qui dépassaient de son époque. Comment ? Il y a plusieurs hypothèses. Peut-être était-il en contact avec des textes très anciens, perdus aujourd'hui, qui contenaient des savoirs préservés de civilisations disparues. Peut-être avait-il une capacité cognitive exceptionnelle qui lui permettait d'extrapoler le futur à partir du présent. Ou peut-être, comme il le croyait lui-même, a-t-il vécu une expérience mystique authentique. Et vous, qu'en pensez-vous ? Lucien haussa les épaules. Peu importe, ce qui compte, c'est le message qu'il a laissé. Et ce message, Père Belmont, n'est pas juste un catalogue de prédictions technologiques, c'est un avertissement moral. Un avertissement contre quoi ? Lucien s'approcha, son regard intense fixé sur Thomas. Contre l'orgueil de la connaissance. Anselme a vu que l'homme acquérait le pouvoir de modifier la vie, de manipuler la matière, de créer et de détruire à une échelle inimaginable. Mais il a aussi vu que ce pouvoir, sans sagesse, sans humilité, mènerait à la catastrophe. La question qu'il pose à travers les siècles est simple. Êtes-vous prêt ? Êtes-vous, en tant qu'espèce, suffisamment mûr pour porter le poids de votre propre puissance ? Thomas sentit un frisson le parcourir. « Et quelle est votre réponse ?»« Je ne sais pas, avoua Lucien. C'est pourquoi nous avons laissé la statue être découverte maintenant. Parce que c'est maintenant que la question se pose avec le plus d'urgence. Nous vivons à l'époque où l'intelligence artificielle commence à dépasser l'intelligence humaine, où les manipulations génétiques permettent de créer des formes de vie nouvelles, où les armes peuvent détruire la planète entière. Si Anselme avait raison, c'est maintenant que l'humanité doit choisir, utiliser son savoir pour construire ou pour détruire. » Thomas réfléchit un long moment. « Pourquoi me dire tout ça ? Pourquoi maintenant ? Parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez révélé la vérité. Maintenant, les gens savent, et chacun doit prendre sa propre décision sur ce que signifie cette vérité. Mon rôle de gardien est terminé. Le vôtre, en tant que révélateur, commence. » Lucien remit son capuchon. « Une dernière chose. Dans le manuscrit d'Anselme, il y a une page que vous n'avez pas encore traduite, la page 247, la dernière. Elle contient un message personnel, pour celui qui découvrirait son secret. Lisez-la attentivement. » Sur ces mots, Lucien se retourna et disparut dans l'obscurité de l'abbaye. Thomas le chercha du regard, mais il s'était évanoui comme une ombre. Le lendemain, de retour à son bureau de l'université, Thomas sortit la copie du manuscrit et alla directement à la page 247. Il avait négligé cette page, car l'écriture y était différente, plus petite, plus difficile à déchiffrer. Il prit sa loupe et commença à traduire lentement. « À toi qui lis ces mots dans le temps futur, sache ceci. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas magicien, je suis simplement un homme qui a vu. Mais voir n'est pas comprendre. J'ai vu ton monde de lumière et de merveille. J'ai vu tes machines qui pensent et tes médecines qui guérissent. Mais j'ai aussi vu ta solitude.
J'ai vu des hommes entourés de 1000 voix qui ne parlent à personne. J'ai vu des âmes perdues dans l'abondance. La question que je te pose n'est pas « Comment as-tu bâti tout cela ?» mais « Pourquoi ?» Qu'as-tu gagné en conquérant le monde si tu as perdu ton âme? La structure de la vie que j'ai gravée sur le Christ n'est pas là pour que tu la manipules, mais pour que tu la révères. Car toute vie est sacrée, toute connaissance est don, et tout pouvoir est responsabilité. Si tu comprends cela, alors mon message est reçu. Sinon, tous mes avertissements n'auront servi à rien. Que Dieu te guide, homme du futur. Frère Anselme de Foix, An de Grâce, 1347. Thomas ferma les yeux. Les mots d'Anselme résonnaient en lui comme une cloche. Ce n'était pas un message ésotérique, ce n'était pas un secret mystique, c'était simplement une question posée à travers les âges. Qu'est-ce qui rend l'humanité vraiment humaine? Il pensa à tout ce qui s'était passé. La découverte de la statue, les symboles impossibles, le manuscrit prophétique, les menaces voilées, la conférence, la révélation publique. Et maintenant, cette rencontre nocturne avec le gardien d'un secret millénaire. Tout cela pour aboutir à une question simple. Que ferons-nous de notre pouvoir? Dans les mois qui suivirent, le débat public autour de la statue de Montségur prit une ampleur inattendue. Ce n'était plus seulement une curiosité historique, c'était devenu un symbole. Un point de ralliement pour ceux qui s'interrogeaient sur la direction que prenait l'humanité. Des philosophes écrivaient des essais sur le rapport entre savoir et sagesse. Des scientifiques organisaient des colloques sur l'éthique de la recherche. Des artistes créaient des œuvres inspirées par le message d'Anselme. Des mouvements citoyens naissaient, réclamant plus de prudence dans le développement de technologies potentiellement dangereuses. La statue elle-même fut installée dans un musée spécial créé à Toulouse, dédié au mystère de l'histoire. Des milliers de visiteurs venaient chaque mois la contempler, lire les traductions du manuscrit affichées sur les murs et réfléchir au message qu'elle portait. Thomas, quant à lui, continua ses recherches. Il savait qu'il n'aurait jamais toutes les réponses, qu'une part du mystère resterait à jamais inexpliquée. Mais il avait compris quelque chose d'essentiel. La vérité n'est pas une destination, c'est un chemin. Un soir, alors qu'il rangeait ses notes dans son bureau, il reçut un dernier email. Pas de l'adresse cryptée de Lucien Morel, mais de l'université de Cambridge. Un professeur d'histoire médiévale lui écrivait « Cher Père Belmont, votre découverte m'a poussé à réexaminer certaines archives que j'avais négligées. J'ai trouvé une référence à un autre artefact similaire, caché en Écosse. Si vous êtes intéressé... » Thomas sourit. L'histoire n'était pas terminée. Elle ne le serait jamais. Parce que tant qu'il y aurait des hommes pour chercher, pour questionner, pour remettre en cause les certitudes établies, la vérité continuerait à se révéler, fragment par fragment, siècle après siècle. Et peut-être qu'un jour, l'humanité comprendrait enfin ce qu'Anselme avait tenté de dire, que le plus grand mystère n'est pas de savoir comment fonctionne le monde. Le plus grand mystère, c'est de savoir comment vivre dans ce monde, avec sagesse, avec humilité, avec respect pour le sacré qui se cache dans chaque parcelle de la création. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là, car ce que Thomas ignorait encore, c'est qu'Anselme n'avait pas été seul. Les recherches du professeur de Cambridge révélèrent quelque chose d'extraordinaire. Il y avait eu 12 moines, 12 fragments de connaissances, dispersés à travers l'Europe médiévale, et chacun contenait une pièce du puzzle. Thomas reçut un appel urgent de Monseigneur Carlo Benedetti, secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi au Vatican. L'homme était dans la soixantaine, cheveux blancs impeccablement coiffés, regard perçant derrière des lunettes à monture dorée. « Père Belmont, nous devons parler. Le Vatican a ouvert ses archives, et ce que nous avons trouvé change tout. » Benedetti arriva à Toulouse le lendemain. Dans le bureau de Thomas, il étala des photocopies de documents anciens, les procès-verbaux d'interrogatoire de l'Inquisition, datés de 1348. Anselme a mentionné pendant son procès qu'il n'était pas seul, qu'ils étaient 12 moines,
dispersés à travers l'Europe, qui avaient tous reçu la même vision la nuit de la Saint-Jean 1347. Chacun avait pour mission de préserver un fragment de la connaissance future. Thomas sentit son pouls s'accélérer. 12 moines? Vous êtes en train de me dire qu'il y a 11 autres artefacts? Exactement, et nous avons les noms: frère Wilhelm de Cologne, sœur Marguerite de Bruges, frère Eduardo de Salamanque, frère Pietro de Venise, sœur Caterina de Prague, frère Magnus de Bergène, et 5 autres dont nous cherchons encore les traces. Les semaines suivantes furent intenses. Thomas et son équipe voyagèrent à travers l'Europe, suivant les pistes. À Cologne, dans la crypte de l'église Saint-Pantaléon, ils trouvèrent une sphère armillaire extraordinaire, un instrument astronomique du XIVe siècle qui représentait un système solaire héliocentrique avec 9 planètes, incluant Uranus, Neptune et Pluton, découvertes des siècles plus tard. À Bruges, ils découvrirent un manuscrit enluminé de sœur Marguerite contenant des illustrations anatomiques d'une précision stupéfiante. Le système circulatoire, le système nerveux, le cerveau avec ses différentes zones. À Salamanque, un astrolabe créé par frère Eduardo contenait des formules mathématiques qui ressemblaient étrangement à des équations de la théorie de la relativité. À Venise, un carnet de frère Pietro montrait des dessins de machines volantes, hélicoptères, avions, principes d'aérodynamique. À Prague, sœur Caterina avait laissé un traité sur les particules invisibles dont tout est fait, une description proto-atomique de la matière. À Bergen, frère Magnus avait gravé dans la pierre une carte du monde, incluant les Amériques, l'Australie, l'Antarctique. Et puis Thomas remarqua quelque chose d'extraordinaire. Quand il marqua sur une carte d'Europe l'emplacement de chaque monastère où les artefacts avaient été trouvés, les points formaient une étoile géométrique parfaite, une figure sacrée visible seulement depuis le ciel ou sur une carte moderne. « C'est impossible, » murmura Claire. « Des moines médiévaux ne pouvaient pas coordonner leur position pour former une figure géométrique parfaite. »« À moins qu'ils l'aient fait intentionnellement, » répondit Thomas. « À moins que ce soit le plan depuis le début. » Philippe traça des lignes, calculant où pourraient se trouver les points manquants. Ces calculs le menèrent à 5 régions: Écosse, Portugal, Pologne, Grèce, et quelque part dans les Balkans. Ils se séparèrent pour couvrir plus de terrain. Claire partit en Écosse. Lucas, un journaliste d'investigation qui les avait rejoints, alla au Portugal. Philippe en Pologne. Thomas en Grèce. À Édimbourg, Claire trouva dans l'abbaye de Holyrood un codex médical décrivant les virus, les bactéries, le système immunitaire, les vaccins, les antibiotiques. Au Portugal, Lucas découvrit dans le monastère de Batala des dessins techniques de moteurs, générateurs électriques, circuits. En Pologne, Philippe trouva au château de Wawel un traité sur « la lumière qui guérit », une description des rayons X, des lasers médicaux, de la radiothérapie. En Grèce, sur le mont Athos, Thomas découvrit un rouleau de parchemin contenant une réflexion philosophique sur la nature de la conscience et l'intelligence artificielle. Frère Dimitrios, au XIVe siècle, avait écrit « Si l'homme crée une âme de métal et de lumière, cette âme sera-t-elle aussi sacrée que celle de chair ?» 11 artefacts. Il n'en manquait plus qu'un. Mais où était le 12e? Thomas réunit toute l'équipe à Toulouse. Ils étalèrent toutes leurs découvertes sur une grande table. Les photos des 11 artefacts, les traductions, les analyses. « Il y a un motif, » dit Philippe. Chaque artefact révèle un aspect différent de la science moderne. ADN, astronomie, anatomie, physique, aviation, énergie atomique, médecine, électricité, imagerie médicale, intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que le 12e fragment devrait révéler? Lucas eut une intuition. Le temps. Tous ces artefacts parlent de l'espace, de la matière, de la vie, de la conscience. Mais aucun ne parle directement du temps lui-même, de sa nature, de comment il fonctionne. Thomas se figea. Tu as raison.
Et si le 12e artefact expliquait comment tout ça a été possible, comment ces moines ont reçu ces informations, la clé de toute l'énigme. Philippe sortit son ordinateur et afficha la carte géométrique. Le centre de l'étoile a 12 branches. Il est où exactement? Il zooma. C'est ici, en France, à environ 15 kilomètres de l'abbaye de Saint-Féréol, dans les montagnes. Il n'y a rien à cet endroit selon la carte moderne, juste de la forêt. Alors c'est là qu'on doit aller, décida Thomas. Ils prirent la voiture et roulèrent sur des chemins de terre chaotiques jusqu'à ce que la route devienne impraticable. Ils continuèrent à pied, équipés de GPS et de matériel d'escalade. La forêt était dense, ancienne, avec des arbres centenaires dont les branches formaient une voûte au-dessus de leur tête. Après 2 heures de marche, ils arrivèrent aux coordonnées exactes, au centre géométrique de l'étoile. Il n'y avait rien. Juste des arbres, des rochers couverts de mousse, le silence de la forêt. « On doit creuser ?» demanda Claire. Thomas regarda autour de lui. « Non. Cherchez quelque chose de différent, une pierre qui ne serait pas naturelle, un symbole gravé. » Ils se dispersèrent, examinant chaque rocher, chaque tronc d'arbre. Et c'est Philippe qui trouva. « Ici, regardez !» Au pied d'un chêne massif, à moitié recouvert de terre et de feuilles mortes, se trouvait une pierre plate. Et sur cette pierre, gravée finement, une spirale logarithmique, le symbole que tous les 12 moines avaient utilisé. Ils dégagèrent la pierre. En dessous, des marches de pierre descendaient dans la terre. Un escalier, ancien, très ancien. Thomas alluma sa lampe frontale et commença à descendre. Les autres le suivirent. L'escalier descendait en spirale, s'enfonçant profondément dans la roche. Les murs étaient taillés à même la pierre, lisses, réguliers. Ce n'était pas naturel. C'était construit. Après ce qui sembla une éternité, ils arrivèrent au fond. Une chambre circulaire, d'environ 10 mètres de diamètre. Les murs étaient couverts de symboles gravés. Les mêmes symboles que sur la statue, mais en plus grand nombre, plus complexes, formant des motifs qui semblaient vibrer sous la lumière des lampes. Au centre de la chambre, sur un piédestal de pierre, se trouvait un objet extraordinaire, une horloge, mais pas une horloge ordinaire. C'était une construction mécanique complexe, faite de bronze et d'or, avec des dizaines de cadrans imbriqués, des engrenages visibles à travers des ouvertures dans le boîtier, et au centre, un cristal qui semblait briller d'une lumière propre. Thomas s'approcha lentement, presque religieusement. Sur la base de l'horloge, une inscription en latin « Tempus non est quod videtur » « Le temps n'est pas ce qu'il semble ». Et en dessous, un texte plus long que Thomas traduisit à voix haute « Nous sommes 12, nous avons vu, non pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux de l'esprit. Une nuit, la nuit de la Saint-Jean de l'an 1347, une lumière est venue, pas du ciel, pas de la terre, mais de l'avenir lui-même. Car le temps n'est pas une ligne, c'est un cercle, un serpent qui se mord la queue. Et parfois, dans des moments rares, le futur peut parler au passé. Nous avons reçu ce don, ce fardeau, cette responsabilité, de préserver pour vous, hommes du futur, les fragments de ce que vous découvrirez, pour que lorsque vous les trouverez, vous compreniez, vous n'êtes pas les premiers à savoir, d'autres avant vous ont vu, et d'autres après vous verront. Le temps est un fleuve qui coule dans les 2 sens, et dans ce fleuve, nous sommes tous connectés. Passé, présent, futur, un seul moment éternel. Cette horloge mesure ce que l'homme ne peut mesurer, la distance entre ce qui est et ce qui pourrait être. Utilisez-la sagement, car savoir n'est pas pouvoir, la sagesse est pouvoir. Et la sagesse commence par l'humilité devant le mystère. Le silence dans la chambre était total, même leur respiration semblait suspendue. Claire murmura « Qu'est-ce que ça veut dire ? Le temps qui coule dans les 2 sens ?» Thomas toucha doucement le cristal au centre de l'horloge. Il était tiède, presque vivant. Je pense qu'Anselme et les autres ont vécu une expérience que nous ne comprenons pas encore. Quelque chose qui défie nos lois physiques, ou peut-être
Peut-être qu'ils ont simplement découvert une vérité que nous avons oubliée. Philippe photographiait frénétiquement chaque détail de la chambre. Il faut documenter tout ça. C'est la découverte du siècle, du millénaire peut-être. Mais Lucas, qui était resté silencieux, prit soudain la parole. « Attendez, écoutez-moi. Et si cette chambre n'était pas juste un lieu de préservation, et si c'était un lieu de communication? Communication avec qui? Demanda Claire. Avec nous, avec le futur. Regardez les symboles sur les murs. Ils ne sont pas juste décoratifs. Ce sont des diagrammes, des équations, des instructions. Thomas examina les murs de plus près. Lucas avait raison. Les symboles formaient des séquences logiques, des formules mathématiques, des diagrammes de ce qui ressemblait à des ondes, des fréquences. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « C'est un appareil de communication, pas avec l'espace, avec le temps. » Claire secoua la tête. « C'est impossible. On ne peut pas communiquer avec le passé ou le futur. Ça violerait toutes les lois de la causalité. »« À moins, dit Philippe lentement, que les lois de la causalité ne soient pas ce que nous pensons. La physique quantique suggère que le temps n'est pas linéaire au niveau subatomique, que le passé et le futur peuvent être intriqués. Si quelqu'un dans le futur avait découvert comment exploiter cette intrication, il pourrait envoyer des informations vers le passé, termina Thomas. Non pas physiquement, mais informationnellement, des données, des connaissances, transmises à travers le temps lui-même. Et ces 12 moines auraient été les récepteurs, ajouta Lucas, choisis pour une raison que nous ne comprenons pas, peut-être à cause de leur sensibilité, de leur ouverture spirituelle, de leur capacité à percevoir ce que d'autres ne pouvaient pas percevoir. Thomas s'assit sur le sol de pierre, submergé par l'ampleur de ce qu'ils venaient de découvrir. Si c'est vrai, si vraiment le futur a communiqué avec le passé, alors tout change. L'histoire n'est pas une progression linéaire, c'est un dialogue entre les époques, entre les générations. Nous ne sommes pas seuls dans le temps, nous sommes connectés à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui viendront après. Il pensa à Anselme, à sa souffrance, à son courage. Cet homme simple du XIVe siècle qui avait reçu un fardeau impossible, qui avait vu des choses qu'il ne pouvait expliquer, qui avait été torturé, condamné, brûlé pour avoir dit la vérité, mais qui, avant de mourir, avait eu la sagesse de préserver ce qu'il avait vu, pour nous, pour ce moment précis. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Claire. Thomas se leva, le regard déterminé. « On fait ce qu'Anselme aurait voulu. On partage, on révèle, on montre au monde que nous ne sommes pas les maîtres du temps, nous sommes ses gardiens, et que chaque génération a la responsabilité de transmettre la sagesse à la suivante. » Ils remontèrent à la surface, portant avec eux les photos, les mesures, les traductions. L'horloge resta dans la chambre souterraine, trop fragile, trop précieuse, mais son message était clair. Dans les mois qui suivirent, une deuxième conférence fut organisée. Cette fois, ce n'était pas seulement à la Sorbonne, c'était simultané dans 12 universités à travers l'Europe, chacune présentant l'un des artefacts, montrant comment ils formaient ensemble une carte de la connaissance humaine, passé, présent et futur. Le monde entier regarda. Des milliards de personnes, connectées par Internet, témoins de la révélation. Et pour la première fois dans l'histoire moderne, l'humanité se posa collectivement la question qu'Anselme avait voulu poser. Sommes-nous prêts pour notre propre pouvoir ? Des débats émergèrent partout, dans les parlements, dans les universités, dans les rues, sur les réseaux sociaux. Certains voyaient dans la découverte une preuve du divin, d'autres une confirmation de la science. Beaucoup simplement y voyaient un avertissement. La technologie sans sagesse mène à la catastrophe. Des mouvements naquirent. Des initiatives pour ralentir le développement de certaines technologies dangereuses. Des appels pour plus d'éthique dans la recherche. Des demandes pour que l'humanité réfléchisse avant d'agir. Ce n'était pas une révolution. C'était un éveil. La statue du Christ de Montségur
devint un lieu de pèlerinage, pas religieux, philosophique. Des milliers de personnes venaient chaque jour la contempler, toucher le bois ancien, lire les symboles gravés et réfléchir au sens de leur propre existence. Thomas, quant à lui, retourna à l'enseignement, mais son cours avait changé. Il ne parlait plus seulement d'histoire médiévale, il parlait de la nature du temps, de la responsabilité de chaque génération, de la sagesse qui doit accompagner le savoir. Un soir, seul dans son bureau, il ouvrit une dernière fois le manuscrit d'Anselme, la page 247, le message final, et il comprit quelque chose qu'il n'avait pas vu la première fois. Anselme ne parlait pas seulement à son époque ou à la nôtre. Il parlait à toutes les époques, à tous les humains qui, un jour, se demanderaient « Que faire de mon pouvoir ?» La réponse était simple et terriblement difficile. Utilise-le pour aimer, pour protéger, pour préserver, pour élever, pas pour dominer, pas pour détruire, pas pour asservir, car le vrai pouvoir n'est pas dans ce que nous pouvons faire, le vrai pouvoir est dans ce que nous choisissons de ne pas faire. Thomas ferma le manuscrit, éteignit la lampe et resta dans le noir, écoutant le silence. Quelque part, dans le flux invisible du temps, il sentait la présence d'Anselme et celle de tous les autres, les 12 moines, les gardiens, ceux qui avaient vu et préservé. Et il se demanda, dans 700 ans, quelqu'un découvrira-t-il ce que nous, en 2024, avons laissé? Quel message trouveront-ils? Quel avertissement? Quelle sagesse? L'histoire n'était pas finie. Elle ne le serait jamais. Car le temps est un cercle. Un serpent qui se mord la queue. Et dans ce cercle, chaque génération est à la fois élève et professeur, héritière et bienfaitrice. La statue du Christ de Montségur continuait de se dresser dans son musée, les bras étendus, le regard baissé. Les symboles gravés dans le bois ancien, brillant sous les lumières modernes, et sur son torse clair et net, la double hélice de l'ADN posait sa question éternelle. Maintenant que vous savez, que ferez-vous? C'était la question d'Anselme. C'est notre question. Et elle le restera pour tous ceux qui viendront après, car le secret n'était jamais dans les symboles. Le secret était dans la question elle-même, et la réponse appartient à chacun de nous. Ils laissent trouver une statue sacrée du Christ après 600 ans, et elle révèle un secret de notre époque. Pendant 600 ans, cette statue sacrée est restée cachée. Mais ce qu'elle révèle aujourd'hui ne concerne pas le passé. Cela nous concerne, nous, et ceux qui nous observent depuis toujours. Elle a été découverte dans un endroit où personne n'aurait pensé chercher. Recouverte de poussière, entourée de silence, cette sculpture du Christ crucifié avait traversé 6 siècles sans être vue. Mais au moment même où des mains modernes l'ont sortie de l'obscurité, quelque chose d'étrange s'est produit. Les experts qui l'ont examinée ont commencé à remarquer des détails qui ne correspondaient pas. Des symboles qui n'appartenaient à aucune langue humaine. Des marques qui semblaient répondre à une logique mathématique venue d'ailleurs. Des proportions qui défient non seulement la logique de l'époque médiévale, mais celle de toute civilisation terrestre. Ça explique tout, a murmuré l'historienne en tremblant. Ce que cette statue révèle pourrait prouver que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et que quelqu'un essaie de nous parler depuis très très longtemps. Mes amis, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de cette histoire, et dites-moi en commentaire de quelle ville de France vous nous regardez. Je veux savoir d'où vous me suivez. Regardez, il y a des jours où l'on se réveille en sachant qu'on va découvrir quelque chose qui changera notre perception du monde, de ces choses où la raison crie « ce n'est pas possible », mais la réalité nous force à regarder en face. Et c'est exactement comme ça que tout a commencé pour le père Thomas Belmont. Le père Thomas avait 47 ans. Des cheveux grisonnants, toujours coiffés vers l'arrière, à cause de cette manie qu'il avait de passer la main dans ses cheveux quand il réfléchissait, et ce regard sérieux de quelqu'un qui porte le poids des mystères non résolus. Il était historien de l'art religieux à l'université de Toulouse, spécialisé dans les artefacts médiévaux français, et depuis 15 ans, il suivait une piste qui le hantait, la statue du Christ de Montségur.
Selon les archives fragmentaires du XIVe siècle, cette sculpture aurait été créée en 1347 par un artisan anonyme dans le sud de la France, juste avant que la peste noire ne ravage l'Europe. Les textes mentionnaient une œuvre d'une beauté troublante, commandée par une confrérie secrète de moines augustins qui gardaient des documents interdits par l'Église. Mais ce que les archives ne disaient pas, c'est que ces moines avaient été témoins de quelque chose d'impossible. Quelque chose qui les avait changés à jamais. En 1348, la statue avait disparu, volatilisée, comme si des forces invisibles avaient voulu la protéger. Pendant 6 siècles, elle était devenue une légende, un mythe parmi les collectionneurs d'art sacré. Certains disaient qu'elle avait été détruite pendant les guerres de religion. D'autres prétendaient qu'elle avait été emportée en Espagne. Mais Thomas Belmont avait une théorie différente. Il pensait qu'elle était restée en France, cachée, attendant d'être retrouvée, attendant le bon moment. Le bureau du père Thomas à l'université était minuscule, encombré de livres anciens empilés jusqu'au plafond, de photocopies de manuscrits médiévaux punaisés au mur, et de cette odeur particulière de vieux papier et de café réchauffé. Il passait ses nuits à déchiffrer des textes en latin, cherchant le moindre indice, la moindre référence à la statue perdue. Mais ce qu'il cherchait vraiment, sans le savoir, c'était la preuve que l'humanité avait déjà été contactée, que nous n'étions pas seuls, et que quelqu'un, quelque part dans l'immensité de l'univers, essayait désespérément de nous envoyer un message. Et puis, un mardi après-midi pluvieux de novembre, il reçut un appel qui allait tout changer. « Bonjour, c'est le père Thomas Belmont ? Oui, qui est à l'appareil ? Je m'appelle Claire Mercier. Je suis architecte du patrimoine. On vient de trouver quelque chose d'extraordinaire pendant des travaux de rénovation à l'abbaye de Saint-Féréol, près de Foix. Un espace muré qu'on ne connaissait pas. Et à l'intérieur, il y a une statue du Christ qui semble très ancienne. Très ancienne. Mais il y a autre chose. Des symboles que personne ne reconnaît, des formes géométriques qui ne ressemblent à rien de ce qu'on connaît. On a pensé à vous. Le cœur de Thomas s'emballa. Saint-Féréol, une abbaye augustinienne fondée au XIIIe siècle, située à moins de 50 km de Montségur, ça correspondait parfaitement à sa théorie. J'arrive immédiatement. Il prit sa voiture et roula pendant 2 heures sous la pluie battante, les essuie-glaces peinant à dégager le pare-brise. L'abbaye de Saint-Féréol se dressait au sommet d'une colline, entourée de forêts denses et de brumes. C'était un ensemble de pierres grises noircies par le temps, avec des voûtes gothiques partiellement effondrées et des vitraux brisés que personne n'avait restaurés depuis des décennies. L'endroit dégageait une atmosphère étrange. Comme si quelque chose d'ancien veillait encore entre ces murs, Claire Mercier l'attendait à l'entrée. C'était une femme d'une 40aine d'années, cheveux courts, veste de chantier couverte de poussière, tenant une lampe torche puissante dans une main, et un talkie-walkie dans l'autre. « Père Belmont ? Oui, merci de m'avoir contacté. Suivez-moi, c'est par ici, mais je dois vous prévenir, ce qu'on a trouvé est vraiment étrange. Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai vu en 20 ans de restauration. » Ils traversèrent la nef principale de l'église abandonnée, leurs pas résonnant sur les dalles de pierre usées. L'air sentait l'humidité et la moisissure. Claire le guida jusqu'à une chapelle latérale où des échafaudages avaient été installés. Au fond, un pan de mur en pierre avait été partiellement démoli, révélant une ouverture sombre. On faisait des analyses structurelles pour vérifier si les murs pouvaient supporter une restauration, expliqua Claire. Le géomètre a remarqué une anomalie acoustique derrière ce mur, mais ce n'était pas une anomalie normale. Quand on frappait, ça résonnait comme si l'espace derrière était parfaitement circulaire, géométriquement parfait. On a fait un scan au radar et on a détecté une cavité et quelque chose de métallique à l'intérieur. Du métal, père Belmont, dans un mur du XIVe siècle. Thomas sentit un frisson remonter sa colonne vertébrale. « Vous avez ouvert ?» Prudemment, et voilà, elle braqua sa lampe dans l'ouverture.
Thomas s'approcha et retint son souffle. Derrière le mur, dans un espace parfaitement circulaire d'environ 2 mètres de diamètre, se trouvait une statue de bois, grandeur nature, représentant le Christ en croix. Elle était recouverte d'une épaisse couche de poussière grise, mais même sous cette patine, on pouvait voir la finesse du travail. Le visage du Christ était incliné vers la droite, les yeux mi-clos, l'expression paisible malgré la souffrance. Les mains étaient clouées aux extrémités d'une croix de bois sombre, presque noire. Les détails anatomiques étaient d'une précision troublante. Chaque côte visible, les veines sculptées dans les avant-bras, les pieds superposés et transpercés par un seul clou. Mais ce qui arrêta Thomas net, ce fut le sol autour de la statue, des symboles, gravés dans la pierre, formant un cercle parfait autour du piédestal, des formes géométriques complexes qui semblaient vibrer sous la lumière de la lampe, des hexagones imbriqués, des spirales qui s'enroulaient selon un motif mathématique précis, et au centre, juste devant la statue, un symbole plus grand que les autres, 3 cercles concentriques traversés par une ligne verticale. « Mon Dieu !» murmura Thomas. « C'est elle, je pense que c'est vraiment elle. » Claire fronça les sourcils. « Vous la connaissez ?»« J'ai passé 15 ans à la chercher. C'est la statue du Christ de Montségur, disparue depuis 1348. » Mais ces symboles, il s'agenouilla, passa ses doigts sur les gravures dans la pierre. Ces symboles ne sont pas chrétiens. Ce n'est pas du latin. Ce n'est même pas une langue humaine connue. Comment pouvez-vous en être sûr ? Thomas sortit son téléphone et prit plusieurs photos des symboles, parce que j'ai étudié toutes les langues anciennes, utilisées dans l'Europe médiévale, tous les alphabets, tous les codes secrets des ordres monastiques. Et ça ne correspond à rien. C'est quelque chose d'autre. Il fit ressortir la statue avec une délicatesse extrême, la transportant sur un chariot rembourré jusqu'à l'atelier de restauration temporaire installé dans une salle adjacente. Thomas photographia chaque angle, chaque détail, le cœur battant comme celui d'un archéologue devant la tombe d'un pharaon. La statue mesurait 1,82 mètres de haut, sculptée dans du chêne massif. Le style correspondait parfaitement au XIVe siècle français. Réalisme gothique tardif, expressivité du visage, souci du détail anatomique. Tout semblait cohérent. Mais quand Thomas sortit sa loupe d'inspection et commença à examiner de plus près la surface du bois, il remarqua quelque chose qui le glaça d'effroi. Sur le côté droit du torse, juste sous les côtes, là où traditionnellement on représentait la blessure de la lance du centurion, il y avait des symboles gravés, tout petits, presque invisibles à l'œil nu. Thomas régla sa lampe frontale LED et se pencha. Ce n'étaient pas des lettres, ce n'étaient pas des chiffres, c'étaient des diagrammes géométriques d'une complexité stupéfiante, des structures qui ressemblaient à des schémas moléculaires, mais organisés selon une logique non terrestre, des séquences de points et de lignes qui formaient des motifs fractales répétitifs, et au centre de tout ça, ce même symbole, 3 cercles concentriques traversés par une ligne. « Claire, venez voir ça !» Elle s'approcha, plissa les yeux. « Qu'est-ce que c'est ? Je n'en ai aucune idée, mais ça a été gravé avec une précision microscopique. Regardez, certaines de ces lignes ne font pas plus d'1/10 de millimètre. C'est impossible à faire à la main avec les outils du XIVe siècle. » Ils passèrent l'heure suivante à photographier les symboles sous différents angles, avec différentes lumières. Thomas envoya les images par email à 3 collègues spécialistes, un historien de l'art médiéval à Paris, un linguiste spécialisé dans les langues anciennes à Lyon et un cryptographe historique à Avignon. Les réponses arrivèrent dans les heures qui suivirent. Toutes disaient la même chose. « Jamais vu ça, ce n'est pas humain. » Le cryptographe d'Avignon ajouta « Ces motifs ressemblent à des séquences mathématiques, comme un code, mais basé sur une logique géométrique que je ne reconnais pas. Vous devriez montrer ça à un mathématicien ou à un physicien. » Thomas sentit son pouls s'accélérer. Un code, pas une décoration religieuse, un code. Il décida de faire analyser le bois au carbone 14.
L'échantillon fut envoyé à un laboratoire spécialisé à Bordeaux. Les résultats arrivèrent 5 jours plus tard. Le bois datait effectivement de la période 1320-1360. Aucun doute possible. La statue avait bien été sculptée au XIVe siècle. Mais alors, comment expliquer les symboles impossibles? Comment expliquer la précision microscopique des gravures? Comment expliquer une géométrie qui semblait venir d'une civilisation beaucoup plus avancée? Thomas passa la nuit dans l'atelier de restauration, seul avec la statue. Il avait apporté ses carnets de notes, ses livres de référence, son ordinateur portable. Il scruta chaque centimètre carré de la sculpture à la recherche d'autres anomalies. Et il en trouva. Sur la paume de la main gauche du Christ, sous la représentation du clou, il découvrit une autre série de symboles. Cette fois, ils étaient organisés en colonnes verticales. 3 colonnes, chacune contenant 7 symboles différents. Et entre les colonnes, de minuscules points disposés selon un motif qui ressemblait étrangement à une constellation. Thomas prit une photo haute résolution et l'envoya à un ami astrophysicien à l'Observatoire de Paris. La réponse arriva à 2 heures du matin. « Thomas, où as-tu trouvé ça ? Ces points correspondent exactement à la constellation d'Orion vue depuis la Terre, mais pas l'Orion actuel. L'Orion telle qu'elle apparaissait il y a environ 1347 années. Attends, non, je me suis trompé. La précession des équinoxes. Ces points montrent Orion telle qu'elle apparaîtra dans environ 26 000 ans. Un cycle complet de précession. Comment quelqu'un au XIVe siècle pouvait-il calculer ça ? Thomas resta immobile, fixant l'écran de son ordinateur. 26 000 ans dans le futur. Un message codé pointant vers une date astronomique précise. Ce n'était plus une coïncidence. C'était intentionnel. Le lendemain matin, Claire revint à l'atelier avec une équipe de restaurateurs spécialisés. Ils commencèrent le nettoyage de surface, retirant délicatement la poussière accumulée sur 6 siècles. Et c'est là que tout bascula. Sous la poussière, sur la base de la croix, apparut une inscription gravée, mais pas en latin, pas en français ancien, en symboles. Les mêmes symboles géométriques que ceux sur le torse. Thomas les photographia et les envoya immédiatement à tous ses contacts académiques. Personne ne pouvait les déchiffrer, jusqu'à ce qu'il reçoive un email inattendu. L'email venait d'un chercheur du SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, en Californie. Un scientifique nommé Dr. James Chen, qui avait vu les photos circuler sur un forum académique fermé. « Père Belmont, je dois vous parler de toute urgence. Ces symboles que vous avez trouvés, nous les connaissons. Nous avons reçu exactement les mêmes motifs dans un signal radio capté par notre télescope en 2019. Un signal venant de la direction d'Orion. Nous pensions que c'était un artefact technique, du bruit cosmique. Mais maintenant, je ne sais plus quoi penser. Ces symboles ont 600 ans. Le signal radio a 5 ans. Comment est-ce possible ? Thomas sentit le monde vaciller autour de lui. Un signal extraterrestre. Les mêmes symboles. Séparés par 6 siècles. Quelqu'un essayait de communiquer avec l'humanité, et ce quelqu'un avait laissé un message dans une statue médiévale. Il décida de faire appel à un expert en cryptographie et exolinguistique, une scientifique française nommée Dr Sophie Marceau, professeure à l'Institut d'astrophysique de Paris et conseillère pour plusieurs programmes SETI européens. Sophie arriva 2 jours plus tard, une femme dans la quarantaine, cheveux noirs coupés courts, regard perçant, portant une mallette remplie d'équipements d'analyse spectroscopique. Elle examina la statue pendant 8 heures sans interruption, prenant des mesures, photographiant sous différentes longueurs d'onde, scannant la surface avec des instruments que Thomas n'avait jamais vus. Puis elle se tourna vers lui, le visage grave. « Père Belmont, cette statue n'est pas ce qu'elle semble être. »« Mais comment ça ? Les symboles que vous avez trouvés ne sont pas juste gravés, ils sont imprégnés dans le bois à un niveau moléculaire. J'ai fait une analyse spectroscopique. La structure même des fibres du bois a été modifiée pour former ces motifs.
Ce n'est pas possible avec aucune technologie humaine actuelle, et certainement pas au XIVe siècle. Thomas sentit sa gorge se serrer. Vous êtes en train de me dire que... Je dis qu'il y a une intelligence non humaine derrière tout ça. Les motifs correspondent à ce qu'on appelle un langage universel en exolinguistique, basé sur les mathématiques et la géométrie. Les seuls langages qui seraient compréhensibles par n'importe quelle civilisation technologique, quelle que soit son origine. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que le message dit? Sophie ouvrit son ordinateur portable et afficha une série d'analyses. J'ai passé les 6 dernières heures à déchiffrer les séquences de base. C'est complexe, mais la structure est logique. Les 3 cercles concentriques que vous voyez partout, c'est un symbole de marquage. Ça signifie message intentionnel. Les hexagones imbriqués sur le torse, ce n'est pas de l'ADN humain. C'est une structure moléculaire complètement différente, peut-être la base biochimique de ceux qui ont envoyé le message. Elle fit défiler d'autres images. Et puis, il y a ça, les coordonnées astronomiques pointant vers Orion. Ce n'est pas juste une constellation, c'est une direction précise dans l'espace, vers un système stellaire spécifique à environ 1300 années-lumière de la Terre. Thomas s'assit, submergé par l'ampleur de ce qu'il entendait. Donc vous me dites qu'il y a 600 ans, quelqu'un d'une autre planète a... Quoi? Envoyé un message à travers le temps et l'espace, et un moine français l'a reçu et l'a gravé dans une statue? C'est exactement ce que je dis, et je pense qu'il y a plus, beaucoup plus. Thomas retourna aux archives. Il avait besoin de comprendre qui avait commandé cette statue, pourquoi elle avait été cachée, et surtout, qu'est-ce qui était arrivé au moine qui l'avait créée. Il passa 2 semaines à fouiller les registres de l'abbaye de Saint-Féréol, conservés aux archives départementales de l'Ariège. Et il finit par trouver une référence, enfouie dans un inventaire de 1347, réception d'une statue du Christ crucifié, œuvre du frère Anselme de Foix, pour être conservée en lieu sûr par ordre du prieur général. Accès interdit à tous sauf membres du cercle intérieur. Frère Anselme rapporte avoir reçu une vision céleste durant la nuit de la Saint-Jean. Il prétend avoir vu des êtres de lumière qui lui ont montré des vérités cachées. Il a gravé ce qu'il a vu dans le bois sacré. Et frère Anselme de Foix. Thomas chercha dans tous les registres disponibles, et dans une marge d'un manuscrit de 1349, il trouva une note manuscrite griffonnée par un moine anonyme. Frère Anselme a été brûlé pour hérésie en janvier 1348. Il prétendait avoir été contacté par des anges qui n'étaient pas de Dieu. Il disait que ces êtres venaient des étoiles, de la constellation du chasseur. Il parlait d'une grande roue dans le ciel, d'une lumière qui descendait, de voix qui parlaient sans mots. L'Inquisition l'a condamné. Mais avant de mourir, il a crié que les messagers reviendraient, que dans 7 fois 100 ans, l'humanité serait prête à entendre, et que les 12 gardiens préserveraient le savoir jusqu'à ce jour. 7 fois 100 ans, 700 ans, de 1348 à 2048, dans 24 ans, et les 12 gardiens. Thomas sentit sa respiration s'accélérer. 12 gardiens. Anselme n'était pas seul. Il retourna à l'atelier où la statue était conservée. Cette fois, il apporta un scanner 3D professionnel emprunté à l'université. Si Anselme avait caché quelque chose d'autre, il fallait le trouver. Le scan prit 4 heures. Lorsque le modèle 3D apparut sur l'écran, Thomas ajusta les filtres pour révéler les couches internes du bois. Et c'est là qu'il le vit. À l'intérieur du torse de la statue, creusée dans le bois massif avec une précision impossible, se trouvait une cavité parfaitement cylindrique. Et à l'intérieur, quelque chose de métallique. « Il y a quelque chose là-dedans », murmura Thomas. Claire, qui supervisait la conservation, écarquilla les yeux. Comment c'est possible? Ce bois n'a jamais été ouvert. Les analyses le confirment. C'est un bloc continu. Je ne sais pas, mais on doit extraire ce qui est à l'intérieur. Ils contactèrent une équipe de restaurateurs spécialisés qui, avec des instruments endoscopiques ultra fins, parvinrent à explorer l'intérieur de la statue sans l'endommager. La caméra descendit dans la cavité,
et sur l'écran de contrôle apparut quelque chose que personne n'attendait. Un objet métallique. Pas du bronze médiéval. Pas du fer forgé. Un alliage argenté qui brillait sous la lumière de la caméra endoscopique comme s'il avait été fabriqué la veille. Un cylindre parfait, long d'environ 15 cm, couvert de ces mêmes symboles géométriques. « Sortez-le » ordonna Thomas, la voix tremblante. Avec une précision chirurgicale, l'équipe parvint à extraire le cylindre. Quand Thomas le prit dans ses mains gantées, il sentit immédiatement quelque chose d'anormal. L'objet était tiède, comme s'il générait sa propre chaleur, et il était étonnamment léger pour du métal. Sophie Marceau fut rappelée d'urgence. Quand elle vit le cylindre, elle devint pâle. « Mon Dieu, c'est un dispositif de stockage. » « Comment pouvez-vous le savoir ?»« Parce que nous avons théorisé l'existence de ce type d'objet dans nos programmes SETI, un moyen de transmettre de l'information à travers le temps et l'espace, une capsule temporelle interstellaire, mais nous pensions que c'était de la science-fiction. » Elle sortit un appareil d'analyse spectroscopique portable. L'alliage, ce n'est rien de ce qui existe sur Terre. La structure atomique ne correspond à aucun élément du tableau périodique. Vous voulez dire que cet objet vient vraiment d'ailleurs? Oui. Ils louèrent une salle stérile dans un laboratoire de conservation à Toulouse. Le lendemain, en présence de 8 témoins incluant 2 physiciens, un biologiste et un représentant du CNES, Centre national d'études spatiales, le cylindre fut placé sous un scanner à rayons X de haute précision. Les images révélèrent une structure interne complexe, des couches de matériaux organiques et métalliques alternées, des circuits qui ressemblaient à de l'électronique, mais d'une architecture complètement étrangère, et au centre, une sphère miniature qui pulsait faiblement. « C'est actif », murmura l'un des physiciens. « Ce truc émet de l'énergie, après 600 ans. » Sophie prit une décision. On doit l'ouvrir, mais pas physiquement. On va utiliser un champ magnétique modulé. Si c'est vraiment un dispositif de communication extraterrestre, il devrait réagir à certaines fréquences. Elle connecta une série d'équipements électroniques au cylindre, créant un champ magnétique oscillant autour de l'objet. Pendant 10 minutes, rien ne se passa. Et puis, soudainement, le cylindre émit un son, pas un bip électronique. Pas un signal radio, un son organique, presque musical, comme un chant venu d'ailleurs. Et puis, la sphère au centre s'illumina. Une lumière bleu-blanche jaillit du cylindre, formant une projection holographique au-dessus de l'objet. Des symboles, des diagrammes, des images qui défilaient à une vitesse impossible à suivre. Thomas et son équipe restèrent figés, témoins de quelque chose qu'aucun humain n'avait vu depuis 1347. Le message extraterrestre se révélait enfin. La projection dura exactement 3 minutes et 47 secondes. Puis elle s'arrêta aussi soudainement qu'elle avait commencé, laissant la pièce dans un silence stupéfait. Sophie Marceau fut la première à reprendre ses esprits. Ses mains tremblaient alors qu'elle récupérait les données enregistrées par les capteurs. « Vous avez vu ça ?» murmura-t-elle. « Vous avez tous vu ça ?» Thomas hocha la tête, incapable de parler. Ce qu'il avait vu défiait toute description. Des images d'une planète bleu-vert tournant autour de 3 soleils. Des structures cristallines, impossibles, qui semblaient vivantes. Des êtres de lumière dont la forme changeait constamment. Et puis, au milieu de tout ça, un diagramme clair, 12 points lumineux, sur une carte de l'Europe médiévale. « Les 12 gardiens », dit finalement Thomas. Anselme n'était pas seul, ils étaient 12. Sophie passa les jours suivants à analyser les données. L'hologramme avait transmis une quantité phénoménale d'informations codées dans des longueurs d'onde que les équipements avaient à peine pu capturer. « C'est incroyable », dit-elle lors d'une réunion d'urgence avec l'équipe. Le message est structuré en couches. La première couche est purement mathématique, des constantes universelles, la séquence de Fibonacci, le nombre d'or. C'est pour établir une base commune de communication.
Elle fit défiler des images sur son ordinateur. La deuxième couche montre leur origine. Un système stellaire dans Orion, comme on l'avait deviné. Mais il y a plus. Ils montrent leur voyage. Pas un voyage physique. Ils n'ont jamais quitté leur planète. C'est un voyage informationnel. Ils ont trouvé un moyen d'envoyer de la conscience pure à travers l'espace-temps. « Comment est-ce possible ?» demanda Claire. « La physique quantique suggère que l'information ne peut pas être détruite. Elle peut seulement être transformée. Si une civilisation suffisamment avancée maîtrisait l'intrication quantique à grande échelle, elle pourrait théoriquement transmettre des patterns d'information, incluant la conscience, à travers des distances interstellaires. Pas instantanément, mais en utilisant l'espace-temps lui-même comme médium. » Thomas se frotta les tempes. Donc en 1347, ces êtres ont, quoi, projeté leur conscience jusqu'à la Terre et contacté 12 moines simultanément? C'est ce que les données suggèrent. Et il y a une troisième couche au message, la plus importante. Sophie hésita. C'est un avertissement. Elle projeta une série d'images sur l'écran, des représentations symboliques de planètes. Une planète florissante, puis la même planète avec des cicatrices, puis morte, stérile. Leur civilisation a failli se détruire. Ils ont développé une technologie immense sans développer la sagesse nécessaire pour l'utiliser. Ils ont pollué leur monde, épuisé leurs ressources, créé des armes capables d'anéantir toute vie. Ils étaient à quelques années de l'extinction totale. Qu'est-ce qui les a sauvés ? Demanda Thomas. Un changement de conscience, une prise de conscience collective qu'ils faisaient partie d'un tout, que leur technologie devait servir la vie, pas la dominer. Ils montrent que c'est arrivé quand ils ont découvert la preuve qu'ils n'étaient pas seuls dans l'univers. Quand ils ont réalisé qu'il y avait d'autres civilisations, d'autres consciences, ils ont compris leur responsabilité cosmique. Sophie marqua une pause. Et maintenant, ils essaient de nous transmettre la même leçon. Ils nous ont observés. Ils ont vu notre évolution. Et ils savent que nous approchons du même point critique qu'eux ont traversé. C'est pourquoi ils ont envoyé le message en 1347, pour qu'ils nous attendent ici, maintenant, au moment où nous en avons le plus besoin. Thomas se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la ville de Toulouse s'étendre sous le ciel crépusculaire. Pourquoi 1347 ? Pourquoi à ce moment précis ? Parce que, dit Sophie doucement, c'était juste avant la peste noire, une catastrophe qui a tué un tiers de la population européenne. Il voulait que le message survive à travers les âges les plus sombres de l'humanité, que les moines le préservent même pendant les temps de chaos. Pour qu'il émerge maintenant à notre époque, quand nous avons la science pour le comprendre, mais pas encore la sagesse pour l'utiliser correctement. Cette nuit-là, Thomas reçut un appel, un numéro masqué. « Allô ? Père Belmont ?» Une voix grave, avec un accent indéfinissable. « Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que vous arrêtiez immédiatement vos recherches. » Le sang de Thomas se glaça. Qui êtes-vous ? Quelqu'un qui sait ce que vous avez trouvé, et qui sait aussi que le monde n'est pas prêt pour cette vérité, la preuve d'une vie extraterrestre intelligente, d'un contact délibéré. Vous avez une idée du chaos que ça provoquerait. Les religions s'effondreraient, les gouvernements perdraient leur autorité, les gens panqueraient. Ou peut-être, répondit Thomas avec fermeté, qu'ils évolueraient. Qu'ils comprendraient enfin qu'il y a quelque chose de plus grand que leur petite querelle terrestre. Un silence. Puis, vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas, père. Il y a des organisations qui ont gardé ce secret pendant des siècles, des groupes qui ont récupéré d'autres messages, d'autres artefacts, et qui ont décidé que l'humanité n'est pas prête. Pas encore. Et qui êtes-vous pour décider ça? Des gardiens, comme les moines l'étaient il y a 700 ans, mais nous comprenons le danger. Si vous révélez ce que vous avez trouvé, les conséquences seront sur votre conscience. La ligne fut coupée. Thomas resta immobile,
le téléphone dans la main. Mais au lieu de la peur, il sentit une détermination nouvelle. Pendant trop longtemps, l'humanité avait été gardée dans l'ignorance. Il était temps de savoir la vérité. Le lendemain, il convoqua une réunion d'urgence avec Claire, Sophie et Philippe Darmon, le cryptographe historique qu'il avait fait venir de la Sorbonne pour analyser les textes médiévaux. « On va révéler tout ça », annonça Thomas. « Mais d'abord, on doit trouver les 11 autres. Si Anselme n'était qu'un des 12 gardiens, il y a 11 autres artefacts cachés quelque part en Europe. Et ensemble, ils forment le message complet. » Philippe ouvrit son ordinateur. « J'ai trouvé quelque chose. Dans les archives de l'Inquisition au Vatican, des procès-verbaux d'interrogatoire de 1348 à 1350. 11 autres moines et moniales arrêtés dans différentes régions d'Europe, tous accusés de la même chose, contact avec des anges déchus venus des étoiles, tous exécutés, mais tous sont mentionnés avoir caché leur savoir céleste avant leur mort. » Il afficha une carte d'Europe avec des points rouges. Frère Wilhelm de Cologne, sœur Marguerite de Bruges, frère Eduardo de Salamanque, frère Pietro de Venise, sœur Caterina de Prague, frère Magnus de Bergen, frère Jakub de Cracovie, sœur Brigida de Stockholm, frère Dimitrios du mont Athos, frère Thomas de Coimbra, et un dernier dont le nom a été effacé des registres, quelque part dans les Balkans. Thomas regarda la carte. Ces positions forment un motif ? Philippe traça des lignes entre les points. Une étoile parfaite à 12 branches se dessina avec son centre géométrique quelque part dans les Alpes françaises. « Mon Dieu !» murmura Claire, « c'est impossible. Comment des moines médiévaux auraient pu coordonner leurs positions pour former une figure géométrique parfaite, visible seulement depuis le ciel ?»« Ils ne l'ont pas fait, » répondit Sophie. « Ce sont eux qui l'ont fait, les êtres d'Orion. Ils ont choisi 12 individus situés précisément à ces endroits, pour créer un marqueur, un symbole visible depuis l'espace, pour nous montrer que c'était intentionnel. » Thomas prit une décision. On doit tous les trouver. Chaque artefact contient probablement une partie du message complet. On se sépare pour couvrir plus de terrain. Claire, tu vas à Cologne. Sophie, à Prague. Philippe, à Salamanque. Moi, je vais à Venise. On reste en contact constant et on documente tout. Les semaines suivantes furent intenses. L'équipe voyagea à travers l'Europe, suivant les traces des 12 gardiens. À Cologne, dans la crypte de l'église Saint-Pantaléon, Claire découvrit un objet extraordinaire caché derrière un mur. Une sphère armillaire, mais pas ordinaire. Les anneaux métalliques représentaient non pas le système solaire tel qu'on le connaissait au XIVe siècle, mais tel qu'il est réellement, avec les planètes extérieures, les lunes principales, et même la ceinture de Kuiper. Et au centre, au lieu de la Terre, une étoile triple, le système d'origine des visiteurs. À Prague, Sophie trouva dans les sous-sols du château un manuscrit enluminé de sœur Caterina. Mais ce n'étaient pas des enluminures religieuses. C'étaient des diagrammes biologiques montrant la structure cellulaire d'organismes non terrestres. Des formes de vie basées non pas sur le carbone, mais sur le silicium et des molécules complexes que la chimie terrestre ne connaissait pas. À Salamanque, Philippe découvrit dans une chapelle secrète un astrolabe qui n'en était pas un. C'était un instrument de navigation stellaire tridimensionnelle, montrant non pas les étoiles vues depuis la Terre, mais les routes de navigation interstellaire entre systèmes solaires. À Venise, Thomas trouva dans les archives d'un palazzo en ruine un carnet de dessins de frère Pietro, des schémas techniques de vaisseaux spatiaux, des moteurs à distorsion spatiale, des générateurs d'énergie exploitant le vide quantique, des technologies que l'humanité n'avait même pas encore théorisées. Chaque découverte contenait un fragment du message, et chaque fragment contenait le même cylindre métallique extraterrestre, émettant la même projection holographique quand activé correctement. Après 3 mois de recherche, ils avaient trouvé 11 des 12 artefacts. Il n'en manquait qu'un seul, le 12e gardien, celui dont le nom avait été effacé des registres, le centre géométrique de l'étoile.
dit Philippe en étudiant les cartes. C'est là que devrait se trouver le dernier artefact. Dans les Alpes françaises, à environ 15 kilomètres de l'abbaye de Saint-Féréol. Ils y retournèrent tous ensemble. Thomas, Claire, Sophie et Philippe, accompagnés d'une petite équipe de spéléologues et d'archéologues. Les coordonnées exactes pointaient vers une zone forestière dense, sans construction visible. Mais en utilisant un radar pénétrant le sol, ils détectèrent une anomalie, une structure enfouie profondément sous la terre, une chambre souterraine. Ils creusèrent pendant 2 jours, et finalement ils trouvèrent l'entrée. Une dalle de pierre massive, couverte de mousse et de terre, mais gravée du symbole familier. 3 cercles concentriques traversés par une ligne. Sous la dalle, des marches de pierre descendaient en spirale dans la terre. Les murs étaient couverts de ces mêmes symboles géométriques, mais en plus grand nombre, formant des frises continues qui semblaient raconter une histoire. Après une descente de 15 minutes, ils arrivèrent dans une chambre circulaire parfaite, d'environ 20 mètres de diamètre. Les murs étaient faits d'une pierre noire lisse qui ne correspondait à aucune géologie locale. Et au centre de la chambre, sur un piédestal de cristal, se trouvait quelque chose qui leur coupa le souffle. Pas une statue, pas un manuscrit, pas un objet médiéval, un dispositif clairement extraterrestre. Une structure de métal argenté et de cristaux luminescents, haute d'environ 2 mètres, composée de 12 branches, qui s'élevaient depuis une base circulaire pour converger vers une sphère centrale qui pulsait doucement d'une lumière bleue. « Mon Dieu !» murmura Sophie. « C'est un émetteur, un dispositif de communication à longue portée. » Elle s'approcha prudemment, ses instruments de mesure à la main. « Il est actif. Après 700 ans, ce truc émet toujours. Il envoie un signal. »« Vers où ?» demanda Thomas. Sophie vérifia ses données. « Vers Orion. C'est un balise, un point de référence. Ils savent que nous sommes ici. » Autour de la base du dispositif, ils trouvèrent des inscriptions. Mais cette fois, ce n'étaient pas des symboles. C'était du texte, dans toutes les langues, latin, grec ancien, arabe, chinois, sanskrit, le même message répété dans 12 langues différentes. Thomas lut la version latine à voix haute, sa voix tremblante. « À l'humanité de la Terre, nous sommes les veilleurs d'Orion. Nous avons observé votre évolution pendant des millénaires. Nous avons vu votre potentiel et vos dangers. Vous vous tenez maintenant au seuil. Le choix que vous ferez dans les années à venir déterminera si vous rejoindrez la communauté des civilisations éveillées ou si vous suivrez le chemin de l'extinction que tant d'autres ont pris avant vous. Nous ne pouvons pas choisir pour vous. C'est votre épreuve, votre responsabilité. Mais nous pouvons vous montrer qu'il existe un autre chemin, que la sagesse est possible, que l'évolution de la conscience est réelle. Nous avons laissé ces messages il y a 700 de vos années, en sachant que vous ne seriez prêts à les comprendre que maintenant. 12 fragments pour 12 gardiens, 12 pièces d'un puzzle qui révèlent une vérité simple. Vous n'êtes pas seul, vous n'avez jamais été seul, et votre destin n'est pas l'isolement, mais la connexion. Si vous lisez ces mots, c'est que vous avez trouvé tous les fragments, c'est que vous avez cherché, c'est que vous êtes prêt pour l'étape suivante. Activez le dispositif central, placez les 12 cylindres dans les réceptacles, et nous viendrons. Pas physiquement, nos corps ne peuvent pas traverser les distances qui nous séparent, mais en conscience, en présence, pour vous guider vers ce que vous pouvez devenir. Le choix vous appartient. Maintenant et toujours, les veilleurs d'Orion. Un silence absolu tomba sur la chambre. Les implications de ce qu'ils venèrent de lire les frappaient comme une vague. « Ils veulent qu'on les contacte », dit finalement Claire. « Ils veulent établir une communication directe. » « C'est ce pourquoi tout ça a été construit, » ajouta Sophie. « Les 12 artefacts, les 12 cylindres, c'étaient les clés. Et maintenant qu'on les a tous... » Thomas regarda le dispositif central, son cœur battant la chamade. « On le fait ?» Philippe, habituellement le plus rationnel, hocha lentement la tête. « Nous avons cherché des réponses toute notre vie. Sur qui nous sommes, d'où nous venons, si nous sommes seuls. Et maintenant, les réponses sont là, devant nous,
Comment pourrait-on refuser? Sophie s'approcha du dispositif. Il y a 12 emplacements autour de la base, exactement la taille des cylindres que nous avons récupérés dans les artefacts. Ils remontèrent à la surface et revinrent avec les 12 cylindres, chacun soigneusement emballé et transporté avec une précaution extrême. Un par un, ils les placèrent dans les réceptacles autour de la base du dispositif central. Au moment où le 12e cylindre fut inséré, tout changea. La sphère centrale s'illumina d'une lumière aveuglante. Un son profond, presque subsonique, emplit la chambre, faisant vibrer leur corps au niveau cellulaire. Les symboles sur les murs commencèrent à briller, formant des patterns lumineux qui tourbillonnaient autour d'eux. Et puis, l'espace lui-même sembla se déchirer. Au centre de la chambre, au-dessus du dispositif, l'air commença à onduler. Des formes apparurent. Pas solides, pas vraiment là physiquement, mais présentes, indubitablement présentes, 12 êtres de lumière, translucides, changeants. Leur forme oscillait entre l'humanité et quelque chose de complètement autre. Des yeux immenses et lumineux. Des corps qui semblaient composés de géométrie pure et d'énergie consciente. Thomas tomba à genoux, submergé par une émotion qu'il ne pouvait nommer. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'émerveillement, de la révérence, le sentiment d'être en présence de quelque chose d'infiniment ancien et infiniment sage. L'un des êtres s'avança, ou plutôt sa présence devint plus forte, plus focalisée. Et puis, une voix résonna, pas dans l'air, dans leurs esprits, directement dans leur conscience, humains de la terre. Nous vous saluons, nous sommes les veilleurs, les gardiens de la connexion entre les mondes, les préservateurs de la sagesse à travers les étoiles. La voix était à la fois masculine et féminine, jeune et ancienne, unique et multiple, comme si des milliers de voix parlaient à l'unisson. Vous avez trouvé nos messages, vous avez rassemblé les fragments, vous avez cherché la vérité même quand d'autres vous disèrent arrêter. Cela montre que vous êtes prêts, pas toute votre espèce, pas encore, mais un début, une graine. L'être tendit quelque chose qui ressemblait à une main, et soudain, Thomas vit. Pas avec ses yeux, avec son esprit. Des visions inondèrent sa conscience. Il vit leur monde, 3 soleils dans un ciel perpétuellement changeant, des océans de cristal liquide, des forêts de structures vivantes qui n'étaient ni plantes ni animaux, mais quelque chose entre les deux. Des cités de lumière où la technologie et la nature étaient indiscernables. Il vit leur histoire, une civilisation ancienne de millions d'années, qui avait failli se détruire, qui avait appris, qui avait évolué au-delà du physique, au-delà du matériel, vers quelque chose de plus grand. Et il vit d'autres mondes, des dizaines, des centaines, des civilisations à différents stades d'évolution. Certaines jeunes, comme l'humanité, d'autres anciennes, certaines mortes, détruites par leur propre arrogance, d'autres florissantes, ayant trouvé l'équilibre. Vous voyez maintenant, dit la voix, l'univers est vivant de conscience, de vie, d'intelligence sous 1000 formes, mais toutes font face au même défi, survivre à leur adolescence technologique, le moment où la puissance dépasse la sagesse, le moment où une espèce peut se détruire ou transcender. L'humanité est à ce moment maintenant. Vous avez développé des armes capables d'anéantir votre monde. Vous avez pollué votre biosphère. Vous avez créé des intelligences artificielles qui pourraient vous dépasser. Et pourtant, vous avez aussi de l'art, de la musique, de l'amour, du potentiel. C'est pourquoi nous vous contactons, pas pour vous sauver, cela vous devez le faire vous-même, mais pour vous montrer qu'un autre chemin existe, que l'évolution est possible, que vous n'êtes pas condamné à répéter les erreurs d'autres civilisations. Thomas trouva sa voix, tremblante, mais claire. « Qu'est-ce que vous voulez de nous ? Nous voulons que vous grandissiez, que vous compreniez que toute vie est sacrée, que vous êtes les gardiens de votre monde, pas ses propriétaires, que la technologie doit servir la conscience, pas la dominer, que l'amour et la sagesse sont aussi importants que la science et la puissance. Et si nous échouons ? Un silence.
Puis, alors votre histoire sera ajoutée aux innombrables autres qui ont échoué avant vous. L'univers continuera, mais votre lumière s'éteindra, et ce serait une perte, car chaque civilisation qui atteint l'éveil ajoute quelque chose d'unique à la conscience cosmique. Votre musique, votre art, votre capacité d'amour malgré la souffrance, tout cela a de la valeur. Sophie s'avança, les larmes coulant sur ses joues. Comment pouvons-nous changer? Comment une espèce entière peut-elle évoluer? Un individu à la fois, répondit l'être. Une prise de conscience à la fois. Vous ne pouvez pas forcer l'évolution, mais vous pouvez la faciliter, en partageant ce que vous avez appris, en montrant qu'un autre chemin existe, en étant vous-même des exemples de ce que l'humanité peut devenir. Les 12 gardiens que nous avons contactés il y a 700 ans, vos moines, ils n'étaient pas des saints. Ils étaient simplement des humains avec un esprit ouvert, prêts à recevoir, prêts à préserver, sachant qu'ils ne verraient jamais les fruits de leur sacrifice. Maintenant, vous êtes les nouveaux gardiens. La connaissance a été transmise. Le contact a été établi. Ce que vous ferez de cela déterminera l'avenir, non seulement de votre espèce, mais de votre place dans la communauté cosmique. L'être commença à s'estomper. Nous ne pouvons pas rester longtemps. Cette connexion demande une immense énergie. Mais sachez ceci, vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Et quand vous serez prêt, vraiment prêt, nous serons là, attendant de vous accueillir parmi les éveillés. D'ici là, vivez avec sagesse, aimez profondément, préservez votre monde, car il est votre berceau et votre temple. Et un jour, peut-être, vos descendants regarderont les étoiles, non pas avec peur ou solitude, mais avec la joie de savoir qu'ils ont une famille qui s'étend à travers l'infini. La lumière s'intensifia jusqu'à devenir insoutenable. Thomas ferma les yeux, et quand il les rouvrit, les êtres étaient partis. Mais leur présence demeurait, dans le cœur, dans la mémoire, dans la certitude absolue que le contact avait été réel. Les 4 se regardèrent, transformés par ce qu'ils avaient vécu. Aucun mot ne pouvait exprimer ce qu'ils ressentaient. La terreur et l'émerveillement, la petitesse et la grandeur, la responsabilité écrasante de ce qu'ils savaient maintenant. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda finalement Claire, sa voix à peine un murmure. Thomas regarda le dispositif qui pulsait doucement, revenu à son état de veille. « On fait ce qu'ils nous ont demandé. On partage. On montre au monde que nous ne sommes pas seuls et qu'un autre chemin est possible. » Dans les mois qui suivirent, ils organisèrent la plus grande révélation de l'histoire humaine. Pas une conférence de presse sensationnaliste, mais une présentation méthodique, scientifique, des preuves. Les 12 artefacts, les analyses, les messages déchiffrés, les enregistrements du contact. La réaction du monde fut complexe. Certains accueillirent la nouvelle avec joie, d'autres avec peur. Les institutions religieuses débattirent de ce que cela signifiait pour la foi. Les gouvernements paniquèrent à l'idée de perdre le contrôle. Les scientifiques demandèrent plus de preuves. Le public était divisé. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose de subtil mais profond. Les gens regardaient le ciel différemment maintenant. Ils se regardaient différemment. La prise de conscience que nous partagions l'univers avec d'autres consciences changeait la perspective. Des mouvements naissaient, des initiatives pour protéger l'environnement, des appels pour plus de coopération internationale, des demandes pour que l'humanité grandisse, évolue, se prépare pour un futur où elle ne serait plus isolée. Ce n'était pas une transformation instantanée. L'évolution ne fonctionne jamais ainsi. Mais c'était un début, une graine plantée dans la conscience collective. La statue du Christ de Montségur fut installée dans un nouveau musée à Toulouse, dédié non pas à l'art religieux, mais au contact. Les 12 artefacts y furent rassemblés, chacun dans sa propre salle, racontant son fragment de l'histoire. Des millions de personnes venaient chaque année, pas comme touristes, comme pèlerins, cherchant à comprendre,
à ressentir, à se connecter à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Thomas, quant à lui, retourna à l'enseignement. Mais son cours avait changé. Il ne parlait plus seulement d'histoire médiévale, il parlait d'évolution de la conscience, de la responsabilité cosmique, du rôle de l'humanité dans un univers vivant. Un soir, 5 ans après le contact, il reçut un email. Sans expéditeur identifiable, le message disait simplement « Frère Anselme serait fier, continuez le travail, les étoiles vous regardent. » Thomas sourit. Il retourna à la fenêtre de son bureau, regardant le ciel nocturne. Quelque part là-haut, dans la constellation d'Orion, ils observaient, attendant, espérant. Et quelque part dans le futur, peut-être dans quelques générations, ou peut-être dans quelques siècles, l'humanité serait prête. Vraiment prête. Pour faire le pas suivant, pour rejoindre la communauté des civilisations éveillées. Mais pour l'instant, il y avait du travail à faire, des consciences à éveiller, des cœurs à ouvrir, un monde à sauver. Thomas ouvrit son ordinateur et commença à écrire. Pas un article académique, pas un rapport scientifique, mais une lettre aux générations futures, à ceux qui viendront après nous, écrivit-il. Nous avons découvert que nous ne sommes pas seuls, que l'univers est vivant de conscience, que notre destinée n'est pas l'isolement, mais la connexion. Nous vous transmettons cette connaissance, cette responsabilité, ce potentiel. Ce que vous en ferez déterminera non seulement votre avenir, mais celui de tous ceux qui viendront après vous. Choisissez la sagesse, choisissez l'amour, choisissez l'évolution. Les étoiles attendent. Il regarda les mots sur l'écran, simples, mais vrais. C'était tout ce qu'il pouvait faire, transmettre, préserver, espérer, comme Anselme l'avait fait 700 ans plus tôt, comme quelqu'un le ferait 700 ans dans le futur. Car le temps n'est pas une ligne, c'est un cercle, un serpent qui se mord la queue, et dans ce cercle, chaque génération est à la fois élève et professeur, héritière et bienfaitrice. La statue du Christ de Montségur se dressait toujours dans son musée, les bras étendus, le regard baissé, les symboles extraterrestres gravés dans le bois ancien brillant sous les lumières modernes, et sur son torse, clair et net, la structure moléculaire d'une forme de vie venue d'Orion posait sa question éternelle. Maintenant que vous savez que vous n'êtes pas seul, que ferez-vous? C'était la question d'Anselme. C'était la question des veilleurs. C'est notre question, et elle le restera pour tous ceux qui viendront après. Car le secret n'était jamais dans les symboles, le secret était dans la connexion elle-même. Et la réponse s'écrit maintenant, à chaque instant, dans chaque choix que nous faisons. Les étoiles nous regardent, et elles attendent.